Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Le tournage sur bois vous intéresse. J'ai déposé il y a quelque temps sur ma chaîne 2 vidéos assez exhaustives sur le sujet. Les liens sont dans la barre de description ci-dessous. Si vous avez de l'intérêt pour apprendre le tournage, je vous suggère d'aller faire un tour. Merci de visionner. Les statistiques YouTube me disent qu'une vidéo dans ma chaîne qui continue d'être visionnée mois après mois, année après année, c'est la vidéo sur le creusage en bout de grain ou en bois de boue en Europe. J'ai revisionné cette vidéo et je pense qu'on peut faire mieux. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au creusage de bout de grain. Alors, monté autour, j'ai une pièce d'érable verte. Et puis, le bout de grain, c'est ça. Vous savez fort certainement qu'il est impossible d'utiliser une mèche de ce diamètre-là et de percer en une fois, c'est impossible, parce que le bout de grain est beaucoup plus dur que le bois de travers. Si j'étais installé comme ça, ma mèche pourrait y aller allègrement et bonjour les copeaux. Tandis que si je suis placé comme ça, ce qui va sortir ici, c'est de la poussière, la mèche va chauffer, la boucane va sortir. Bref, le bout de grain peut être un défi. Un peu de théorie. Pour couper efficacement le bout de grain, c'est préférable de suivre encore, si on veut, la pente. C'est-à-dire que lorsqu'on tranche une fibre, la fibre est supportée par une fibre un peu plus longue. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais percer le bout de grain, il est beaucoup préférable de partir du milieu et d'aller vers le côté. Dans la vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps, je présentais la gouge à bol, je partais du bord et j'allais vers le milieu. Et dans mes commentaires, je signale que la poussière qui sort de là, c'est chaud. Mon outil devient chaud parce que ce n'est pas la bonne façon de procéder. On ne part pas du bord pour aller vers le milieu. Et en même temps, il peut y avoir des exceptions. Une gouge à profiler, par exemple, si je faisais un tenon, ma gouge à profiler ici va très bien s'en sortir et on va voir des copeaux parce que l'angle de la gouge à profiler est assez aigu. Une gouge à bol, en revanche, moi, l'angle ici, à la pointe, il est de 65 degrés. Eh bien, là, ici, si je présente ça comme ça pour aller vers le milieu, ça va y aller, mais ça ne sera pas facile pour la gouge, ça va être chaud et genre de trait. Comme je disais, on peut faire mieux. À ma connaissance, presque tous les tourneurs ont des racloirs sous la main. Et si vous n'avez pas d'outils spécialisés en bout de grain, je vous recommande d'utiliser les racloirs, c'est beaucoup plus simple. Ce ne serait pas une bonne idée de prendre le gros racloir pour aller travailler là, parce que justement, il est gros et que les risques de se faire prendre, je veux dire, les risques que ça morde parce que la bouchée est trop grosse sont assez élevés. Le gros racloir, moi, je l'utilise comme correcteur de forme. Un coup que la forme, elle est donnée, mais qu'il manque des petites fractions de poussière, c'est là que j'utilise mon racloir pour aller enlever. Ce racloir-là, pour moi, travaille assez délicatement. En revanche, un petit racloir arrondi sera parfait dans une pièce comme ça. Ça va permettre d'évacuer les copeaux. On part du centre, on va vers le côté, et parce que le racloir est petit, les probabilités de se faire prendre sont plutôt minces. Donc, j'ai mon petit racloir rond. Je suis aux environs de 700 tours. Et puis, en présentant ça au milieu, très peu d'efforts pour moi, une assez bonne performance, et si vous voyez peut-être aussi un peu de grain arraché, ça fait partie de la vie, parce que c'est un racloir. Le racloir va permettre d'aller assez en profondeur. Plus on s'en va loin, plus on a des risques de lutter. Ça aussi fait partie de la vie. À partir d'ici, il faut pratiquer, il faut faire des expériences pour savoir comment on doit gérer ça. Je vous rappelle aussi que c'est bien vu
de cacher l'outil, le manche de l'outil sous son avant-bras. Ça permet de donner plus de stabilité, surtout quand on est loin dans la pièce de bois. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait l'angle de mes racloirs. Je suis plus ou moins à l'angle d'origine. J'ai mesuré, je suis aux alentours de 64-65 degrés au devant. Le gros racloir, eh bien, justement, lui, il va prendre des bouchées plus grosses, pourrait faire vibrer la pièce. C'est correct, mais ça peut faire mal aux oreilles si le bois est sec, par exemple. Je dépense un peu plus d'énergie. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. L'outil couvre plus de matière. C'est intéressant comme surface. J'ai du grain arraché un peu. Ça se fait. Mais, si le cœur vous en dit, on peut faire mieux. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur le sujet. Il s'agit de la coupe en l'air que André Martel enseigne, que j'ai apprise et pratiquée, et que je maîtrise maintenant de mieux en mieux. Je commence à jouer un peu avec la coupe en l'air. Je fais une démonstration, puis après ça, on explique ce qui se passe. J'ai ma gouge à bol. Je viens au centre. Je fais le trou. Vous voyez, j'ai creusé de presque 2 cm. Ensuite de ça, ma gouge est sur le côté et je vais le faire dehors. Ma gouge est sur le côté. Je vais déporter l'outil vers moi en roulant le tranchant et le tranchant en haut va venir couper la fibre. Mon porte-outil est légèrement trop bas. Et cette coupe-là, elle est absolument sans fibre arrachée. J'ai à la limite même du luisant à l'intérieur parce que j'ai coupé la fibre en la sortant et donc en respectant la fibre de bois. Ma gouge, elle est au milieu et supposons qu'on est comme ça. Et en sortant ma gouge, je coupe la fibre dans la bonne direction et puis le tour est joué. Je ne vous cacherai pas que les premières fois où je pratiquais la coupe en l'air, je trouvais ça très difficile parce que j'étais stressé. Je maintenais mes outils avec beaucoup trop de tension. Là, maintenant, je suis capable de faire la coupe en l'air en dépensant un minimum d'énergie, mais j'ai plusieurs heures de pratique pour être arrivé là. Alors, je présente la gouge. Alors, comment on fait pour faire le trou? Je dépose le biseau en passant. La gouge à bol que j'ai, c'est une copie de ce que André Martel fait. La pointe ici, c'est 65 degrés. Ensuite de ça, les deux ailerons, chaque bord, viennent avec une forme convexe tranquille, viennent mourir ici dans la gouge. Je ne sais pas si une forme différente permettrait de faire la coupe en l'air, mais c'est un affûtage qui est très efficace. André, ça fait quand même plus de 40 ans qu'il tourne, alors j'imagine qu'il sait quoi il parle. Alors on vient appuyer le biseau dans le fond, et à ce moment-là, il n'y a aucun tranchant qui est engagé. Et quand je redresse la gouge vers le centre, le tranchant du haut de la gouge commence à s'engager dans le bois, et avec un mouvement de haut et bas, eh bien, je peux creuser en profondeur. Quand le trou est fait, je déporte la gouge vers moi et je tourne le tranchant. Je vais chercher mon copeau et on vient sortir. Et il y a une rotation de l'outil. André dit les 3 mouvements de la gouge sont en fonction en même temps. J'ai la rotation, j'ai la déportation
et j'ai l'élévation. Les trois mouvements sont en même temps, c'est une chorégraphie. À plat, je fais mon trou. On enlève le petit bouton. Je déporte vers moi. Je déporte vers moi et j'ouvre le tranchant. Et on vient sortir. Ça nous donne des filins de bois, quasiment de la corde. La coupe en l'air, elle est pratique. Il y a un mais. C'est qu'à un certain niveau, on ne peut plus, à cause du porte-outil, à cause de la profondeur de la gouge, à cause du diamètre de la pièce, à un certain moment donné, les mathématiques font qu'on n'a plus, on n'est plus capable parce que mon outil, là, il sort du porte-outil. Donc, il faut être conscient de ça. Si je faisais un porte-crayon, probablement que je pourrais m'en sortir assez bien, mais il faudrait probablement finir avec des racloirs dans le fond. Dernière passe. Je vais enlever mon petit bouton. Ça. Donc, je suis à plat au centre. Je redresse. Le tranchant va s'engager. Je creuse. J'enlève le bouton. J'insère. Je déporte et je tourne. À un certain moment donné, ma gouge frotte sur le fond. Et à un certain moment donné, ma gouge ne reposait plus ici, mais là. Alors, je suis comme rendu à la limite de la coupe en l'air. Mais l'intérieur, parfait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, mieux que la coupe en l'air, c'est-à-dire qu'on a plus de versatilité et la coupe est égale, vous l'avez deviné certainement, ce sont les crochets André Martel. Et aussi, un outil que je n'ai pas, les anneaux de creusage. Je ne peux pas faire de démonstration à l'anneau, car je n'en ai pas. Donc, je vais me concentrer sur le crochet. Alors, depuis ma vidéo sur l'affûtage des crochets, je suis un véritable enragé. J'essaye d'éviter tout ce qui se trouve chez moi. Donc, par exemple, j'ai fait ce vase. Et la priorité pour moi était de manier le crochet ainsi que de l'affûter correctement. Et donc, si vous regardez, je suis allé évider jusqu'à cette distance-là. On va donner des chiffres. Ça veut dire que j'ai 160 mm de profondeur pour ce vase-là. Il me restait encore un peu de manœuvre et toujours une fois, en pratiquant, j'ai découvert des stratégies qui me permettraient d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que je pourrais éventuellement évider jusqu'à 235 mm de profondeur avec le petit crochet. J'ai découvert des stratégies qui pourraient m'aider à le faire. Ensuite de ça, j'ai continué à évider avec le crochet moyen. Donc, vous excusez la forme, c'est pas super réussi. La priorité, c'était de travailler le fond, le pied évidé, mais aussi un vase profond. C'était l'idée générale. Et j'ai bien manœuvré. Donc, le crochet, si je mets ça comme ça,
jusque là. J'ai donc évidé jusqu'à 255 mm de profondeur et il me restait encore de la place. Comme j'ai dit tantôt, à force de travailler avec le crochet, tout ça, à un moment donné, j'ai eu une idée et j'ai dit « Ah oui, c'est bon » et puis j'ai vérifié et ça a fonctionné, mais tout le creusage était fait. C'est une petite expérience parce que c'est creux, mais en même temps c'est conique et je veux voir si vous pouvez apprécier. Donc l'intérieur est pas si mal. Si on voulait mettre des fleurs séchées, tout ça, on n'en parlerait pas. Mais quand même, les traces noires, ce sont mes doigts quand je fais de... Il n'y a aucun ponçage, c'est vraiment expérimental. Je rentre le crochet, je pratique mes positions, mes vitesses, mes subtilités. Puis l'œil, c'est intéressant. Et aussi expérience de séchage. J'ai fait il y a quelque temps des pièces, elles ont toutes craqué. Je les avais mises à sécher dehors, dans le garage, elles ont toutes craqué. La particularité, c'est que le pied est vidé. Il y avait différentes épaisseurs. Alors, je me suis dit, là, on va vérifier et j'ai fait des pieds le plus égaux possible et il n'y en a aucune qui a craqué. Autre détail, on sait que le cœur, c'est pas bon pour la pièce. Alors, j'ai aussi... Est-ce que j'y arrive? Je voulais aussi pratiquer de faire un centre, en fait, ouais, là où le cœur est encore là, le plus mince possible. Et on va avoir à peu près 1 cm entre la base et le vase. J'ai possiblement 1 cm, 1 cm d'épaisseur, ce qui est intéressant. Est-ce que je suis capable de... Ici, ça me prendrait un compas. Non, j'y arrive pas. J'ai pratiqué aussi sur 2 petites pièces. Même chose, pratiquer les vidages. Puis essayer d'avoir le cœur. Ça ici, c'est certainement un bon 13 mm. C'est assez épais, mais elle n'a pas craqué. Non, 1 cm. Et on n'a pas craqué non plus. Comme j'ai une pièce verte, je vais me permettre de faire une autre démonstration du crochet. J'en ai plusieurs sur ma chaîne, mais ce qu'on découvre, hein, c'est que le tourneur, il évolue, il grandit dans la discipline, il découvre, apprend des choses, et puis ça, en chemin, ben, ça évolue un peu. Donc, je vous fais une démonstration avec les petites choses que j'ai apprises récemment. On y retourne. Donc, depuis que j'ai rectifié mon crochet, le petit, eh bien, on est beaucoup plus d'attaque. Alors, je rappelle la procédure. La première étape avant d'utiliser le crochet, c'est d'être capable, justement, de faire ce pré-trou à la gouge. Oui, on pourrait certainement utiliser une mèche de perceuse et venir faire le pré-trou, mais être capable de percer une pièce avec la gouge, c'est une habilité qui est intéressante à acquérir. Donc, si c'est encore pour vous un apprentissage, vous pratiquez avec la gouge et je vous encourage de pratiquer la coupe en l'air. Lorsqu'on travaille avec le crochet, il est possible de faire le pré-trou avec le crochet. Parce que André a fait un crochet qui peut travailler sur les 2 côtés. Et ça ici, c'est un peu comme si j'avais ma gouge. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je peux faire le pré-trou. Alors, comme la gouge de tantôt, je viens me mettre à plat. Je redresse l'outil. Le haut du crochet commence à mordre dans le bois. Je fais un mouvement de haut et en bas et on va creuser. Le
crochet travaille bien en dessous. J'ai manqué de batterie. Le pré-trou, comme la gouge, on vient se placer à plat. Le crochet a la particularité aussi que si on le tourne sur lui-même, eh bien, on va aller faire une forme arrondie, une forme convexe. Et puis, on pourrait aussi faire l'option inverse et puis faire une forme concave. Les deux sont possibles avec le crochet. André, quand il a pensé au crochet, il a fait aussi la petite ligne droite qui est là, là. On appelle ça le côté plane. Donc, ça permet de faire des parois égales. Là, j'ai peut-être pas la place pour l'utiliser. Ça, c'est la plane. Voilà. Le crochet est très rapide. Et là, en fait, dans les subtilités aussi, dépendamment de notre affûtage et de comment on va vite avec le crochet, ça peut faire des sillons. La manière d'enlever les sillons, c'est de présenter le crochet sur le côté, d'aller chercher un tout petit tranchant et d'aller lentement. L'intérieur presque impeccable. Et vous voyez là, beau copeau. Bon, alors il y a un petit peu de répétition ici parce que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Le bois, c'est pas de matière uniforme, mais ici, là, j'ai un nœud. Et ça peut arriver à l'occasion qu'on se fasse prendre comme ça. Et là, on est pris avec une bosse à l'intérieur et ça devient difficile de la faire partir. Alors, vous savez probablement qu'André fait des porte-outils avec des butées. C'est un clou à béton qui peut s'insérer dans le porte-outils. Et ceci va venir servir de levier. Alors moi, quand j'ai percé mes vases les plus profonds, eh bien, j'avais ce genre de problème. C'est-à-dire que loin là-bas, j'avais des bosses. Et puis, probablement que, comme je dis, tout le monde le savait sauf moi, c'est très faisable d'entrer le porte-outils. Vous remarquez un peu la position étrange. Quand j'étais dans mes vases profonds, eh bien, à l'occasion, dans le fond du vase, j'avais une bosse et j'arrivais pas au crochet à l'enlever. En insérant le porte-outils dans la pièce, eh bien, avec la butée, tu es capable d'avoir de la force et ainsi d'être capable d'enlever la bosse profonde. Et puis, ben, là, ça me donne encore plus de possibilités. C'est pour ça que je pense que c'est faisable d'aller en porte-à-faux jusqu'à la bague. Alors, quand j'ai fait mes évidages profonds, je me suis rendu assez loin sans me rendre à la bague, mais on a une façon de procéder. Et il n'y a rien qui m'empêcherait de venir faire des trous supplémentaires pour accommoder une butée qui serait ici. Et puis là, mon ami, je serais vraiment loin et en position de force. On termine avec cette forme-ci. Donc, un vase fermé avec ouverture sur le bout. Eh bien, comment est-ce qu'on procède? Dans ce scénario-là, l'anneau de creusage serait beaucoup plus performant que le crochet parce que le fond est beaucoup plus plat. Le fond plat n'est pas la spécialité du crochet, alors qu'un fond en V
est la spécialité du crochet, mais difficile probablement pour l'anneau de creusage. Donc, quand on vient creuser, si on veut respecter la fibre, eh bien, on va commencer, j'imagine un racloir. Moi, maintenant, si j'avais cette forme-là à faire, je pense que je viendrais avec le racloir. Si je suis équipé pour tourner en sens inversé, je serais comme ça serait plus confortable pour moi. Alors, je viendrais enlever de la matière jusqu'à peu près au centre. Et ensuite de ça, à partir du milieu, je viendrai gratter et faire ça comme ça. Alors voilà, tourneur, c'était un peu technique, mais bien agréable à faire. J'espère qu'en quelques points, je vous ai été utile. Si c'est le cas, faites-moi signe, merci. J'apprécie toujours et au plaisir de se voir bientôt.